merci de nous rejoindre pour ce webinaire exceptionnel consacré à l'intelligence artificielle. Je m'appelle Acha et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau où vont se succéder plusieurs intervenants d'Oracle pour un décryptage de ce vaste sujet, l'intelligence artificielle. Durant les 45 prochaines minutes, nos experts vont vous démontrer comment l'IA est un véritable levier de croissance pour l'entreprise. Vous aurez bien évidemment l'occasion d'interagir avec nous aujourd'hui à travers vos questions à la fin de ce programme. Mais avant de démarrer, décryptage. L'IA est un buzzword, c'est vrai, et qui véhicule finalement beaucoup d'idées reçues. Tout d'abord, une certaine peur. L'intelligence artificielle va-t-elle supplanter l'intelligence humaine? Les algorithmes vont-ils faire mon job à ma place? Ceux qui observent les progrès de l'IA constatent à quel point elle intègre aujourd'hui le monde réel et avec quelle efficacité finalement elle nous rend service dans notre vie quotidienne. Mais soyons clairs. Aujourd'hui, ces technologies ciblent des tâches bien précises. Elles sont bien loin de rivaliser avec l'intelligence humaine et sa diversité de raisonnement. Les métiers se transforment, c'est certain. Et là, le Gartner l'affirme, dès 2020, les emplois créés par l'IA seront plus nombreux que ceux supprimés. L'IA est un nouvel outil, prêt à vous assister dans vos tâches quotidiennes. Elle est simplifiée pour vous laisser le temps sur la conception, la réflexion, la créativité, bref, à valoriser l'intelligence humaine. Deuxième idée reçue, l'IA, c'est que pour le marketing. Il est vrai que les applications aujourd'hui qui sont les plus visibles se trouvent souvent dans des interactions clients, les chatbots, les assistants virtuels, la reconnaissance d'images, la prédiction de comportement, la personnalisation des messages par exemple. En fait, les cas d'application de l'IA se retrouvent finalement aujourd'hui dans pas mal. Là, je perds le fil, j'ai un petit souci avec mon conducteur, donc je vais juste revenir sur là où j'étais. Désolée, j'étais sur le réseau. Donc voilà, donc on va revenir. Donc en fait, les applications de l'IA se retrouvent aujourd'hui dans tous les domaines. L'optimisation de la chaîne logistique, le RH avec le recrutement, la cybersécurité qui est aussi un vrai sujet, et aussi pour détecter les attaques au plus tôt. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. Nous allons je ne sais pas ce qui se passe, je suis sur le réseau, c'est un petit souci, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, et dernier point qui revient plus souvent sur ces idées reçues, la complexité de l'IA pour une entreprise qui ne possède pas les ressources techniques spécialisées. Évidemment, développer des nouveaux algorithmes aujourd'hui est complexe, mais aujourd'hui, nous avons des éditeurs de logiciels comme Oracle pour vous proposer des algorithmes adaptés, testés, sécurisés et qui ne vous demandent pas de connaissances techniques particulières finalement. Grâce au machine learning, on va en parler tout à l'heure avec Anna qui est là avec nous aujourd'hui, ces algorithmes s'affinent avec le temps, deviennent de plus en plus pertinents, quel que soit le volume de la data traitée grâce à l'IA. Les entreprises maintenant, ils ont la solution pour en tirer un réel profit. Mais au-delà des mots, notre souhait aujourd'hui, c'était finalement de vous démontrer les apports de l'IA concrètement avec nos intervenants qui sont finalement des experts d'Oracle. Donc nous accueillerons tout au long de cette émission plusieurs personnes. Donc Anna Centeno qui est déjà avec moi aujourd'hui. Donc Anna, tu es Digital Platform Business Development Manager. On aura aussi d'autres personnes, Olivia Faucheux, Customer Experience Business Development Manager, Lionel Albert qui est Manufacturing Cloud Business Development et Stratégie Directeur et Eric Vessier qui est le Principal Sales Consultant. Donc voilà, donc on y arrive. Donc on va démarrer avec toi Anna. Donc tout d'abord merci d'être sur ce plateau avec moi. Donc je le disais, donc tu es business développeur des solutions digitales chez Oracle. On entend tout et n'importe quoi finalement sur l'IA. On entend beaucoup de choses. Oui. Mais peux-tu très rapidement nous aider à démystifier justement ces points? Et oui, en effet, Acha, comme tu le dis, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle et c'est source de fantasmes depuis pas mal d'années puisqu'en fait on y travaille depuis 1956 et aujourd'hui elle est de plus en plus omniprésente dans notre vie quotidienne avec l'usage de la voix par exemple sur nos téléphones portables ou à la maison avec la domotique, avec l'arrivée des assistants digitaux qui arrivent aussi de plus en plus dans le monde de l'entreprise.
Un sujet d'actualité, c'est aussi, par exemple, les voitures autonomes. On entend de plus en plus parler de ce sujet et notamment le gouvernement souhaite voir des véhicules autonomes rouler en France d'ici 2020-2021. Alors, qui sait, peut-être que bientôt on ira au travail ou à l'école grâce à l'intelligence artificielle. Ah bah, c'est magnifique. D'ailleurs, on a une petite vidéo qui nous explique justement en quelques mots. Donc, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle? Regardez. On y travaille depuis 1956 et elle est aujourd'hui de plus en plus présente dans notre vie quotidienne. On la retrouve dans les annonces publicitaires de Facebook, dans les prouesses des jeux vidéo, dans la domotique avec l'arrivée des assistants digitaux. Elle est même présente dans l'art, que ce soit dans la peinture avec la création d'un tout nouveau tableau de Balmy ou dans la musique avec la reproduction d'une partition de Mozart. Elle fait l'objet de grands débats et de fantasmes. Je vous propose de découvrir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, nous avons tendance à automatiquement penser à un robot. Or, un robot et l'intelligence artificielle, ce sont deux notions très différentes. En fait, l'intelligence artificielle, ou autrement dit IA, c'est une technologie qui permet à un ensemble d'éléments, tels qu'un robot, ou une voiture, ou encore un moteur de recherche, ou même un téléphone, d'exécuter des tâches habituellement réalisées par des humains. Par exemple, les voitures autonomes sont capables de repérer et différencier les objets sur la route. Un moteur de recherche analyse le sens d'une demande, et même le téléphone peuvent tenir des conversations. Alors, quels sont les points communs de ces éléments? Tant la voiture comme le téléphone intègrent des systèmes informatiques conçus pour trier, traiter et stocker un tas d'informations. Et ces systèmes fonctionnent à l'aide de ce que l'on connaît sous le nom d'algorithme. Un algorithme, c'est une suite de règles permettant de résoudre un problème. On le compare souvent à une recette de cuisine. Si tu suis l'ensemble des instructions, tu arrives à un résultat, ici une omelette. Dans l'exemple suivant, les ingrédients, ce sont les données brutes. Et après avoir appliqué la recette, c'est-à-dire une suite d'instructions bien précises, on obtient un résultat. Je vous propose de regarder quelques exemples. Si nous demandons des images de quelqu'un dans un programme sans IA, il va automatiquement rechercher dans sa base de connaissances, c'est-à-dire comme dans un entrepôt numérique qui récupère l'ensemble des ingrédients. Dans la demande, il va chercher des images et l'ensemble des informations associées. Si le programme trouve une image associée au nom de la personne recherchée, il répondra à la demande. Par contre, s'il trouve une photo sans l'association du nom de cette personne, alors le programme ne la détectera pas. Avec un des ingrédients manquants, la recette n'est pas réalisable. L'algorithme ne sera pas en mesure de reconnaître la personne recherchée. Par contre, avec l'intelligence artificielle, le programme peut faire varier l'ordre ou la quantité des ingrédients pour préparer la meilleure recette. Si nous revoyons ensemble l'exemple de la photo. Pour reconnaître la personne que tu cherches, tu dois éduquer le programme avec plein de photos de cette personne. Et au fur et à mesure, le programme va apprendre à reconnaître les éléments qui ne changent pas, comme par exemple la forme de sa bouche, la couleur de ses yeux ou encore la taille de son nez. Le programme va aussi pouvoir identifier les éléments qui varient, comme par exemple la couleur de ses vêtements. La notion d'IA existe depuis des années et avec la croissance d'Internet, il y a une explosion des données pour faire fonctionner les algorithmes. Et grâce à l'augmentation incroyable de la puissance des ordinateurs qui double tous les 2 ans, et avec des heures d'entraînement, les algorithmes sont déjà à la source d'incroyables exploits. Voilà, superbe vidéo. Ben, on va en parler d'ailleurs. Nous avons avec nous Olivia Faucheux qui nous a rejoint. Olivia, merci d'être avec nous. Bon, je reviendrai vers toi dans un petit moment. Bonjour, donc Olivia. Justement, cette superbe vidéo, Anna, donc tu peux nous commenter un peu ? On fait souvent l'amalgame entre l'intelligence artificielle et les robots. On a expliqué justement très simplement qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans cette petite vidéo pour que tout le monde puisse s'approprier le sujet. Je pense que ça a un effet un peu waouh et l'idée c'était justement de démystifier cette intelligence artificielle. Voilà. Et donc, c'est un sujet, on a dit, c'est un vaste sujet. Vu l'ampleur de ce sujet, quels sont les facteurs clés qu'une entreprise devrait prendre en compte
compte lors de l'implémentation de l'intelligence artificielle? Ça, c'est une vraie question que plein de gens qui nous regardent aujourd'hui doivent se poser. Et très importante dans le monde de l'entreprise. Donc, un point essentiel, comme le disait Gartner dans l'un de leurs événements, c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas être traitée de manière isolée ou comme une technologie à part entière. Il est essentiel d'évaluer les différentes capacités disponibles, comme par exemple la reconnaissance du langage naturel, la reconnaissance des images et la reconnaissance vocale. Ce type de technologie bénéficie d'algorithmes avancés, de grandes puissances de calcul et aussi de l'analyse comme par exemple le deep learning et le machine learning qui sont deux critères essentiels de l'intelligence artificielle. Un autre point important, c'est d'aussi évaluer les solutions sur le marché qui sont déjà prêtes à l'emploi et qui intègrent des algorithmes et de l'intelligence artificielle, comme par exemple des applications métiers. On entend parler de l'adaptative intelligence et Olivia et l'équipe va en parler plus approfondément tout à l'heure, et aussi les assistants digitaux. Donc je pense que les Chief Digital Officers savent que pour que l'intelligence artificielle atteigne le plein potentiel dans les entreprises, ils vont faire face à des nouveaux besoins, des nouvelles compétences organisationnelles autour de la data science, autour de l'analytique. Il va falloir qu'on s'assure qu'on puisse s'appuyer sur les données. Un point essentiel aussi, ça va être le choix des frameworks, des services, des softwares, intégrant des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, ils vont devoir travailler de plus en plus avec les responsables des développements d'applications afin de s'assurer de permettre que les applications métiers, elles s'adaptent au flux des données et aussi aux événements et aux comportements de la donnée. Donc tu parles de framework, de système, mais il n'y a pas que ça finalement, parce qu'on parle, on aura besoin forcément des nouveaux talents, parce qu'il y aura forcément des nouveaux métiers. Donc comment est-ce que justement Oracle perçoit l'impact de l'IA dans le besoin de nouveaux talents dans les entreprises justement? Alors tu le disais bien en introduction du webinaire, et c'est d'ailleurs aussi Gartner qui le disait, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on va voir des nouveaux emplois, des nouveaux métiers émerger d'ici 2020. Il va y avoir beaucoup plus d'emplois générés par l'intelligence artificielle. Et pour que ça soit un succès dans le monde de l'entreprise, les Chief Digital Officers vont devoir vraiment mettre en place une culture qui soit dirigée par la donnée. Ils vont faire face à des nouveaux besoins d'approvisionnement, développer des nouvelles compétences, développer des nouvelles formations. On va voir émerger des nouvelles structures organisationnelles. Il va falloir aussi s'interroger sur le besoin peut-être de s'acquitter de nouvelles données et aussi de réfléchir à comment les monétiser. En termes d'algorithmes, ils vont avoir deux options. Soit, comme je le disais tout à l'heure, utiliser des applications qui intègrent déjà de l'algorithme et de l'intelligence artificielle et qui sont donc prêtes à l'emploi. Et c'est pour une solution simple et rapide. Et pour des cas plus complexes, ils vont devoir soit créer leur propre algorithme ou soit en acheter. Et à ce moment-là, bien sûr, il va falloir aussi se former à des nouvelles méthodes analytiques. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on va avoir des nouveaux process et bien sûr, il va falloir s'adapter à tout ça. On va avoir aussi un énorme changement dans l'entreprise avec des nouvelles équipes, comme je le disais, qui vont émerger. On va avoir des data scientists, on va avoir des experts de la donnée, on va avoir des statisticiens. Et il va falloir que tous ces petits personnels soient à même de gérer la complexité de la donnée et surtout la complexité du machine learning associé à l'intelligence artificielle pour que ça soit implémenté dans l'entreprise avec les employés et avec tous les acteurs clés. Donc je pense que les Chief Digital Officers doivent d'ores et déjà ils ont un vrai rôle à jouer. Anticiper et bien sûr investir dans leurs employés pour développer dès aujourd'hui leur créativité et leur capacité à réfléchir de manière analytique puisque ce sont deux critères essentiels dans l'implémentation de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec Eric qui va nous dire un peu plus à ce sujet. Donc, j'imagine que toutes les industries forcément vont être impactées. Est-ce qu'il y a des industries qui seront plus impactées que d'autres? Alors, comme tu le dis, Acha, tous les secteurs vont être impactés et de manière positive. Donc, il faut toujours, parce que ça fait beaucoup l'objet de fantasmes, est-ce qu'on va plus avoir d'emplois? Non, l'intelligence artificielle non seulement va créer des emplois, mais il va être énormément bénéfique pour l'ensemble des secteurs. Donc, juste pour vous en mentionner quelques-uns, on a le domaine de la santé.
C'est incroyable. Aujourd'hui, les bénéfices du machine learning dans les diagnostics de soins, la prise de soins ou aussi la relation avec les patients. Juste pour mentionner un petit cas qui a été fait en Chine, on a vu il y a eu un concours qui a été réalisé entre l'intelligence artificielle et les médecins sur des diagnostics de tumeurs du cerveau. L'intelligence artificielle, donc on a eu 225 cas qui ont été diagnostiqués. En 15 minutes, l'intelligence artificielle a donné des résultats positifs à 87% pour un résultat à 63% pour les médecins. Et quant à la prédiction de l'élargissement d'un hématome cérébral, l'intelligence artificielle a donné des réponses positives à 89% contre 66% pour le corps médical. Donc les prouesses de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé sont juste formidables. Alors, le but, c'est quand même pas de faire la compétition avec la machine, c'est de travailler ensemble, intelligemment. Exactement. Mais si on peut éviter des tas de maladies, les cancers, etc., grâce à l'intelligence artificielle et prévenir bien à l'avance, c'est juste extraordinaire. Un autre secteur aussi, on voit l'impact bénéfique, c'est la finance. Le secteur financier, étant donné qu'il y a un énorme volume de données à analyser, notamment pour tout ce qui est question de fraude, et tout simplement aussi analyser quel est le comportement de mon client et de pouvoir anticiper ses besoins et aussi pouvoir proactivement lui proposer un service plus adapté à ses besoins et donc considérablement améliorer son expérience client. Justement, nous venons de parler d'expérience client dans la banque. Nous allons continuer cette conversation avec Olivia qui nous a rejoint. Donc Olivia, tu es business developer Oracle Customer Experience. Donc quelle est la contribution aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de cette expérience client ? Justement, l'intelligence artificielle permet d'apporter de la pertinence en temps réel entre un client et une marque. Donc, on va améliorer son expérience client avec des interactions plus rapides, plus personnelles et plus pertinentes. Et comme Anna l'a expliqué tout à l'heure, les résultats vont s'améliorer continuellement puisqu'on est sur un système qui va réagir, apprendre et qui va s'améliorer continuellement grâce au machine learning. Donc on voit que l'intelligence artificielle enrichit les applications d'expérience client en les rendant réactives aux données, ces fameuses data, aux données à la fois historiques qui sont dans les systèmes d'information, mais aussi aux données dynamiques, par exemple notre comportement sur Internet, ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, et des données externes comme la météo, le cours de la bourse, l'actualité d'une entreprise ou encore l'Internet des objets. C'est magnifique. Donc du coup, on parle souvent, lorsqu'on parle d'IA, on se dit bon, c'est pour le marketing, mais pas forcément. Pas forcément, non, effectivement. Cette intelligence artificielle va améliorer l'expérience client, que ce soit dans le B2C, dans le B2B, et quel que soit le domaine, marketing, vente, commerce et services. Et donc justement, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus comment ça va fonctionner dans ces différents secteurs ? D'accord, alors on va prendre les cas un par un. Donc prenons le premier exemple, le marketing, puisqu'on en a déjà parlé. De toute façon, on en parle tout le temps. Exactement, donc pour les professionnels du marketing, l'intelligence artificielle va leur permettre de créer à grande échelle des interactions cross-canal qui permettront de pousser aux clients un contenu particulièrement personnalisé et pertinent. Donc là, on est dans de l'hyper-personnalisation, mais aussi dans du ciblage optimisé et de l'optimisation des campagnes marketing. Pour le service, on va être sur le traitement de manière plus efficace des problèmes soulevés par un client pour apporter de l'interactivité et surtout de la proactivité, puisqu'on va pouvoir avoir une information qui sera poussée au bon moment, sur le bon canal, comme Anna on parlait tout à l'heure, avec les assistants virtuels et les assistants digitaux. Donc là, on est dans à la fois de l'amélioration de l'expérience employée, des agents qui sont dans les centres d'appel, par exemple, pour leur permettre d'avoir de la proactivité avec le client, mais aussi d'avoir une expérience client exceptionnelle disponible en 24/7. Et il y a aussi l'e-commerce, parce que c'est vrai que ça c'est un domaine qu'on connaît aussi. Oui, tout à fait. Dans le domaine de la vente, on a à la fois la partie e-commerce, mais aussi les commerciaux, comment l'intelligence artificielle va leur permettre d'avoir plus de productivité dans le suivi de leurs affaires commerciales. Là, l'intelligence artificielle va permettre d'analyser les résultats passés sur des opportunités similaires,
d'analyser les attributs du client, les attributs du contact, l'état du pipe, pour fournir un conseil à un ingénieur d'affaires sur le suivi d'une opportunité commerciale. Et l'ingénieur d'affaires pourra dire si il trouve que cette recommandation, ce conseil est pertinent ou pas, parce que lui, il a un contexte relationnel plus global que n'a pas l'intelligence artificielle, ce qui permettra au système aussi d'apprendre par rapport... Lui aussi, du coup, il va enrichir le système. Exactement. Et dans le e-commerce, là, on va être plus sur de l'optimisation de la navigation sur Internet, avec un contenu particulièrement adapté, ciblé au contexte immédiat du client, et en prenant en compte son comportement digital en temps réel, pour s'adapter sur la navigation de l'utilisateur. Et donc Oracle, eh bien, nous fournissons une plateforme cloud complète d'expérience client dans laquelle nous avons enrichi avec de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les applications intelligentes adaptatives, donc à la fois sécurisées et performantes, qui permet aux professionnels du marketing, aux professionnels de la vente et du service d'être plus percutant. Donc tu veux dire la même plateforme, vous arrivez à faire toutes ces différentes choses. Exactement. Sur la même plateforme. Grâce à l'intelligence artificielle, le machine learning, donc l'algorithme auto-apprenant, les données existantes et les données externes. Superbe. On a parlé, justement, le parcours numérique du client est amélioré et enrichi grâce justement à la puissance de l'intelligence artificielle, mais il permet aussi finalement aux entreprises de reprendre le contrôle un petit peu sur la gestion de la relation avec leurs clients. Et ça, c'est un point très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à nous montrer de plus concret, plus visuel, pour comprendre un peu comment ça marche? Je propose de regarder une démonstration, un petit scénario. Alors, je vous présente Scott. Donc Scott, c'est un jeune manager de 33 ans qui a prévu d'aller faire un week-end de ski avec ses amis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Scott, c'est un passionné de snowboard et de photos, mais par contre, ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait et il veut épater ses copains. Alors, il est tout à fait dans sa génération et il consulte son compte Pinterest sur son mobile et il voit justement une publicité pour un snowboard. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on est déjà sur une audience ciblée qui permet de répondre un peu aux besoins de notre ami Scott. Il clique sur la publicité et il arrive sur le site de la marque Durham. Et là, il va naviguer sur le site et il va justement retrouver le snowboard qui lui a attiré le regard tout à l'heure sur son compte Pinterest. Il sélectionne ce produit, il en regarde les caractéristiques, il va le mettre dans son panier parce qu'il regarde la liste des produits qui lui sont recommandés pour aller avec ce snowboard. Et justement, cette liste de produits recommandés, elle est fournie par l'intelligence artificielle en fonction de son historique de navigation sur le site, des données de son profil, ses centres d'intérêt, son pouvoir d'achat et même les personnes qui lui ressemblent. Et on voit justement qu'il y a la caméra qui l'intéresse particulièrement. Donc il sélectionne cette caméra et là on a bien évidemment la mise à jour en temps réel des produits qui sont recommandés parce qu'il a évolué dans son comportement digital sur le site de la marque. Il va également choisir cette caméra, mettre tout ça dans son panier d'achat et là il va pouvoir mentionner à la marque Durham ses coordonnées, son consentement pour les informations marketing pour mieux le connaître et améliorer ses futures expériences avec la marque Durham. Il va ensuite recevoir, comme nous tous, un email de confirmation de son achat. Et là, il a une liste à nouveau de produits recommandés, parce que bien évidemment, l'objectif de la marque, c'est d'augmenter ses engagements clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a également de l'intelligence artificielle qui va s'adapter en fonction du comportement de Scott. Donc, si Scott retourne sur le site de la marque, et qui réouvre quelques jours plus tard ce même mail, les produits recommandés vont avoir évolué parce que le comportement digital de Scott aura évolué également. Donc on a une connexion des intelligences entre le canal mail et le canal web, tel qu'on l'a vu ici dans la démonstration. Quelques jours plus tard, Scott retourne sur le site de la marque et il cherche des accessoires pour sa caméra. Et bien là, on a une liste de suggestions qui est fournie par l'intelligence artificielle pour lui proposer des catégories dynamiques qui sont créées et non pas figées et qui sont créées grâce à son comportement digital et aux mots-clés utilisés par les personnes qui lui ressemblent.
Donc ça permet vraiment d'avoir une interaction, on va pouvoir lui pousser les produits par ordre de pertinence qui lui correspondent. Et puis bien évidemment derrière on est capable d'engager avec lui avec des campagnes marketing pour lui pousser ces fameuses informations personnelles. Donc Olivia, concrètement, est-ce que tu as des clients qui ont mis en œuvre ces applications intelligentes adaptatives ? Oui, tout à fait. Alors que ces applications intelligentes adaptatives, nous les avons annoncées à Oracle Open World il y a 1 an et on a déjà des clients qui sont en production. Donc on a dans le B2C la marque Laura Ashley qui l'utilise exactement dans l'usage que l'on a vu de la pour recommander des produits sur son site de e-commerce. Et dans le B2B, on a la marque Lenovo qui utilise ce qu'on appelle en anglais la Next Best Action, donc la prochaine bonne action commerciale, pour apporter de la productivité à leurs équipes commerciales, à leurs ingénieurs d'affaires. Merci Olivia. J'aimerais juste rappeler très rapidement à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui que vous allez bien évidemment pouvoir interagir avec nous, poser vos questions. Donc commencez à les envoyer dès maintenant, on les traitera à la fin de notre émission. Alain, je me retourne vers toi. Donc du coup, on va continuer cette conversation. On parle d'intelligence artificielle. Souvent, quand on parle de ce sujet, on pense à des robots, des chatbots et tout ça. Donc c'est un effet de mode, les chatbots. Je ne sais plus si on les appelle comme ça maintenant aujourd'hui, ou les digital assistants. Comment est-ce qu'on les appelle et est-ce que ça a un effet de mode? Est-ce que ça a un intérêt? Alors, on a vu véritablement un engouement depuis 2006 sur cette nouvelle technologie, puisque ça donne une nouvelle interface aux entreprises pour communiquer avec leurs clients. Bien sûr, Oracle a sorti aussi son offre il y a un certain nombre d'années et il y a déjà un plein de clients qui en bénéficient. Donc juste pour donner par exemple quelques exemples, on a l'université d'Adélaïde en Australie qui a justement mis en place un chatbot pour les étudiants pour faciliter leur vie sur le campus. C'est pas une clientèle facile, ça. C'est pas une clientèle facile. Donc en effet, le chatbot doit pouvoir répondre à tout, exactement, doit être intelligent. Et ensuite, on a aussi l'Open Mutua de Madrid, qui est le plus grand tournoi de tennis justement à Madrid, qui a mis un chatbot intelligent à la disposition des fans pour pouvoir accéder au site, réserver un parking ou connaître les joueurs, les tournois, les horaires, les résultats et aussi tous les services à disposition pendant l'événement. On a vu l'État de Genève aussi qui a utilisé la solution Oracle, le chatbot pour toutes les élections, un peu plus festif Heineken pour le festival de la bière et on a Engie par exemple qui est une grande société du CAC 40 qui l'utilise pour tous les besoins de recrutement et qui a intégré la solution avec leur solution plus classique Taleo qui était on-premise et aussi la solution Talent Management dans le cloud. Donc on a vu vraiment une évolution, comme tu le disais, depuis 2006 sur les chatbots simples qui étaient plutôt des bots conversationnels structurés. Ensuite, avec l'intelligence artificielle conversationnelle qui a pris de la maturité, on est arrivé au chatbot intelligent avec la reconnaissance du langage naturel, le flux conversationnel et aujourd'hui l'arrivée des assistants digitaux. Donc pour faire une petite comparaison ludique avec l'apprentissage de l'être humain, puisque l'intelligence artificielle conversationnelle doit aussi apprendre, quand nous on apprend à parler, on émet nos premiers mots à l'âge de peut-être 12 mois, ensuite à l'âge de 18 mois on connaît une cinquantaine de mots, à 4 ans on est à 4000 mots et à 8 ans on est à 10 000 mots et on apprend un mot par jour. Mais on voit bien que communiquer ce n'est pas qu'une histoire de mots. Il y a aussi ce que nous renvoient les gens, donc il y a une expérience physique, mais il y a aussi toutes les normes sociales, il y a les normes de politesse. Donc pour l'intelligence artificielle conversationnelle, on estime qu'aujourd'hui avec les assistants digitaux, on est à une maturité à peu près de l'âge de 14 ans. Donc on a encore de la marge pour que ça arrive à maturité et que ça arrive à l'âge adulte. Avec les assistants digitaux, aujourd'hui, on voit déjà, par exemple, la possibilité d'intégrer de l'analytics pour savoir comment est-ce que mes utilisateurs, mes clients, utilisent cette technologie et savoir où est-ce que je dois affiner, comment est-ce que je dois entraîner ou cadrer, bien sûr. C'est important aussi de cadrer. On a vu des déviances des fois au tout début de cette technologie. Comment je dois cadrer comme un enfant cette technologie dans son apprentissage. Aujourd'hui, il y a plein de clients qui bénéficient justement des assistants digitaux d'Oracle qui améliorent l'expérience client et aussi
bien sûr la satisfaction et la productivité de leurs salariés. Nous avons d'ailleurs une vidéo pour illustrer tout ça. Je vous propose de regarder. Avec Oracle Digital Assistant, bénéficiez de l'intelligence artificielle au bout de vos doigts. Regardons ensemble comment l'assistant digital d'Oracle peut changer n'importe quel département de votre entreprise, ainsi que l'expérience client. Trevor est un candidat rédacteur dans la trentaine à la recherche d'un nouveau rôle en ligne. Il se connecte sur les postes à pourvoir et recherche des rôles en tant que rédacteur, en adéquation avec son expérience. Lorsqu'un assistant digital apparaît, Trevor s'interroge sur les rôles à pourvoir en tant que rédacteur et il reçoit une réponse conversationnelle immédiate de l'assistant digital. Trevor exprime alors un intérêt pour des rôles de management à venir. Une réponse multimédia offre une expérience conversationnelle riche en montrant à Trevor différentes possibilités d'évolution de carrière. Lorsqu'il décide d'envoyer sa candidature, Trevor reçoit une application instantanée. C'est en fait un formulaire digital riche, servi directement dans la conversation, idéal pour capturer de la donnée structurée. Il envoie alors sa candidature sans jamais quitter l'application instantanée. Pendant ce temps, Mai, une recruteuse, reçoit une notification sur son téléphone sur la candidature spontanée de 4 nouveaux candidats dans l'application mobile de gestion des talents. Elle ouvre alors le Digital Assistant pour rapidement effectuer quelques tâches. Mai demande une classification des candidatures spontanées et l'assistant répond en montrant le profil de Trevor en ayant le plus grand nombre de mots-clés pertinents concernant le poste à pourvoir. Mai veut maintenant en savoir davantage et vérifier que les références historiques de Trevor sont toutes bonnes. Elle peut même interagir avec l'assistant digital par voix et demande alors à l'assistant de planifier un entretien. L'assistant digital initie alors une conversation avec Trevor pour lui proposer des dates et des créneaux pour l'entretien sur la base des disponibilités du calendrier de Mai et notifie ensuite Mai lorsque l'entretien est planifié et l'agite directement dans son agenda. Le grand volume de candidatures de l'entreprise sont ainsi rationalisés en réduisant les coûts et en économisant à Mai et son équipe énormément de temps en leur permettant de se concentrer sur des tâches beaucoup plus productives. Un mois après, c'est le premier jour de travail de Trevor et le même assistant digital qui l'a recruté peut effectuer d'autres tâches telles que des nouveaux achats. La différence des assistants digitaux d'Oracle, c'est qu'ils apportent une multitude de compétences de différentes applications dans l'entreprise dans un assistant complet et unique. L'assistant digital lui propose donc 2 options d'ordinateur, mais Trevor est intéressé par quelque chose d'autre. En utilisant l'intégration de l'assistant digital avec le service client de l'entreprise, l'assistant lui propose de le transférer directement avec un agent. Sans aucune interruption sur ces demandes non identifiées, l'assistant digital permet aux entreprises d'escalader aux opérations et de répondre à des situations rares très facilement. Suzanne alors récupère la demande de l'assistant digital pour aider Trevor immédiatement et lorsqu'elle a fini, elle renvoie tout simplement la réponse à l'assistant digital. Avec la compréhension du langage naturel et la détection des intentions et le machine learning des algorithmes, l'assistant accède et utilise l'historique des données en proposant des options hyper personnalisées pour son nouveau rôle et aussi en fonction de ses préférences. L'assistant digital peut même finaliser la commande sans même partir du chat. Le futur, c'est maintenant. Transformez votre entreprise avec les bénéfices de l'intelligence artificielle. Anna, nous avons balayé les tendances du marché, on a parlé de l'IA conversationnelle. Nous accueillons maintenant Lionel Albert. Donc Lionel, tu es Manufacturing Strategy Director pour nous parler de l'IA dans la supply chain. Tout à fait, bonjour Acha. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Plein de choses. Plein de choses. L'IA dans la supply chain, c'est l'IA qui va aider, qui va apporter des capacités aux patrons de la supply chain au travers des applications. Et en fait, je les ai groupés en trois grandes catégories. Il y en a une qui concerne tout ce qui est classification, segmentation intelligente. On va classifier de façon intelligente nos clients, nos fournisseurs, nos produits, de façon à avoir des meilleures prévisions, par exemple. Il va y avoir aussi toute cette capacité de reconnaissance des anomalies, de la fraude, détection de la fraude. Il peut y avoir plein de fraudes qui peut se passer à différents moments de la journée dans la supply chain, un camion qui se fait voler. Donc l'IA va aider à détecter ça. Un comportement anormal d'un camion, par exemple. La troisième catégorie qui est aussi intéressante et qu'on verra en démo tout à l'heure, c'est la capacité de prédiction. L'IA va aider à prédire de la maintenance, un besoin de maintenance. Ça va aider aussi à prédire une qualité de produit fabriqué ou un rendement machine, par exemple.
Donc ces 3 grandes familles vont aider le patron de la supply chain. Je vais peut-être poser une question bête, Lionel. On ne pouvait pas faire tout ça avant? Enfin, on pouvait, parce qu'il y avait des algorithmes qui existaient. On en a parlé tout à l'heure, ça fait 1952, donc un certain nombre d'années. Par contre, dans la supply chain, on manipule d'énormes quantités de données. Et pour manipuler ces quantités de données, il fallait avoir accès à de la puissance machine pour calculer ça, pour donner du sens à ces données. Et là, c'est grâce au cloud qu'on peut avoir et qu'on peut utiliser cette capacité de façon plus économique, on va dire. C'est à ça que ça sert. Donc, tu as quelque chose à nous montrer? Tu as un exemple concret, comment ça fonctionne? Oui, j'ai des exemples très concrets. Et en fait, d'abord, je vais expliquer ce qui se passe au niveau des données, toutes ces données qu'on va manipuler. On a les données, bien sûr, de l'entreprise, celles de la supply chain, donc une définition d'article, un ordre de fabrication, par exemple. Mais on a aussi les données de l'écosystème, c'est-à-dire celles de nos clients, celles de nos fournisseurs, intégrer une capacité fournisseur dans ma supply chain étendue. Mais on va aussi intégrer les données des objets, les objets connectés, les fameux IoT. Une machine connectée, un chariot élévateur qui est connecté, un camion. Donc ces données en temps réel vont aussi faire partie de mon set de données pour mon IA. Et dernière chose, on en a parlé avec Olivia tout à l'heure sur le CX, on va aussi pouvoir utiliser ce qu'on appelle les signaux faibles. Ce qui se passe dans un blog, dans un réseau social sur j'aime tel produit, ce produit ne marche pas, il ne va pas bien sous l'eau. Toutes ces données signaux faibles vont aussi servir à alimenter notre set de données. Et donc c'est tout ça qu'on va essayer de montrer et je vais vous montrer là dans une usine ce qui va se passer dans un atelier de fabrication où j'ai des machines qui sont pilotées par des applications et ces machines sont connectées. Et on va utiliser, je voulais vous montrer, c'est cette capacité de prédictabilité qu'apporte l'IA à un patron d'usine et comment ça va se passer. Donc, typiquement, là, dans cette capacité de prédictabilité, mon IA me dit tu as 42 résultats qualité et je te fais aussi 27 prédictions autour du rendement de tes machines. Et tu as des petites alertes aussi. Et il y a des petites alertes, donc il y a des petits symboles triangles qui disent attention, il faut se focaliser là-dessus. L'idée, c'est de ne pas se focaliser que sur toutes les données qui vont bien, c'est que là où ça va mal en fait. Donc si on creuse un petit peu plus notre problème qualité, on s'aperçoit que sur mes 42 alertes qualité, j'en ai une qui, on me dit, là, celle qui est à droite, là, tout à fait à droite de l'écran, me dit, tu vas avoir un problème parce que ton produit va être au-dessus de la tolérance que tu t'étais fixée, la tolérance de qualité. Je vais creuser. Et là, c'est là où c'est intéressant parce qu'on pourrait constater des problèmes de qualité une fois que le produit est fait. L'IA va nous aider à le prévoir. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, sur l'ordre de fabrication qui est là, dans l'opération de fabrication à venir, il me dit, attention, tu vas avoir un problème de qualité à l'opération 20. On pourrait aller plus loin. Et en fait, l'IA va nous dire, en fait, c'est pas à l'opération 20, c'est à l'opération 20 qui va se dérouler à 12h25, parce que tu as un problème de lot fournisseur, parce que tu as un problème de vibration machine, et tu as 99,50% de chance pour ton produit soit pas bon. C'est hyper pointu, mais c'est à ça que ça sert. Et c'est là où on voit, j'ai manipulé là des données de l'entreprise, des données des machines, des données fournisseurs, et l'IA a dit au patron de la supply chain, au patron de l'usine en l'occurrence, ta production va être pas bonne. Donc là, il peut prendre la bonne décision, arrêter la machine et éviter justement de gâcher les produits et contribuer à la marge de l'entreprise. Donc concrètement, c'est un exemple très concret de ce que l'IA apporte à la supply chain. Superbe. Donc nous avons parlé des tendances du marché, nous avons parlé de Customer Experience avec Olivia qui va nous rejoindre d'ailleurs tout à l'heure. Nous avons parlé de la supply chain et maintenant j'ai avec moi Eric Vessier. Donc Eric, tu vas nous... Bonjour et bienvenue, on est content de t'avoir avec nous. Donc Eric, toi tu vas nous parler de la stratégie. Oui, tout à fait. Donc, en fait, moi la question je me dis, j'entends tout ça, c'est super intéressant, il y a tellement de choses, mais je suis une entreprise et je me dis, mais où est-ce que je commence ? Alors, si on est vraiment au tout début d'une démarche d'utilisation de l'intelligence artificielle, le mieux, c'est de commencer par une phase de qualification et d'étude, comme pour tout projet.
Cette phase d'étude et de qualification va être plus ou moins longue en fonction de la taille de l'entreprise, de l'existant, des enjeux et des objectifs qui vont être fixés. Et puis cette phase, ça va être l'occasion d'identifier quels sont les moyens à mettre en place. Donc les moyens à travers les outils, les ressources humaines et les budgets. Et puis, ça va être aussi l'occasion d'identifier si ces besoins en intelligence artificielle sont au niveau de la totalité de l'entreprise ou bien au niveau d'un département, le marketing ou la finance par exemple. Et comment tu vas savoir que tu fais bien les choses, qu'on est en train d'avancer correctement, d'aller dans la bonne direction? Comment est-ce qu'on sait ça? Alors, c'est pas toujours évident. Et donc moi, mon conseil, c'est d'utiliser plutôt une démarche de test and learn. C'est-à-dire, je teste, j'apprends, je teste à nouveau et puis je progresse. Comme l'IA. Comme l'IA, exactement. Le même processus que l'intelligence artificielle qui se prête très bien à ce type de format. Et ça va permettre justement de mieux identifier les aspects qui seront à traiter. Et puis si jamais on a des doutes, etc., ne pas hésiter aussi à se faire aider avec des experts qui peuvent venir de l'extérieur, qui seront des coachs en fait, et qui vont me permettre justement de guider et de bien avancer par rapport à ce type de démarche. Est-ce que ça ne va pas finalement trop bouleverser nos habitudes de travail? Parce que souvent c'est des questions qui arrivent dans les sociétés, ils se disent ça va venir tout chambouler, tout va changer, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, ça rejoint un peu les discussions qu'on a eues tout à l'heure avec Anna, en effet, sur l'impact. Ouais, c'est vrai qu'il a parlé de fantasmes par rapport au changement d'habitude. Finalement, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'il peut y avoir des démarches de mise en place qui sont relativement peu impactantes en fait dans les habitudes de travail. Je donne un exemple. Par rapport à la relation client, la façon de communiquer vis-à-vis des clients, on peut très bien mettre en place des processus qui vont en fait très peu impacter le rôle du conseiller. Ça va être relativement à la marge parce que ce sur quoi on va se concentrer, c'est le ciblage en fait des clients, la façon dont on va communiquer avec eux, les canaux qu'on va utiliser par rapport à leur comportement, etc. Donc c'est cette orchestration qui va être mise en place, pas forcément les habitudes des salariés dans l'entreprise. Donc moi ce que je conseille, c'est de commencer par mettre en place ce type de mesures. De tout bouleverser, tu peux commencer soft. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, éventuellement, à ce moment-là, mettre en place les processus qui sont plus impactants, qui nécessitent peut-être une réorganisation ou l'acquisition de nouveaux outils. Mais comme ça, en procédant de cette façon-là, on peut passer d'une entreprise qui va justement avoir la culture de la donnée, ce fameux justement objectif aussi de pas mal d'entreprises, et pourquoi pas la culture de l'intelligence artificielle. Tu en parlais tout à l'heure, Anna, ces fameux data scientists, où est-ce qu'on les trouve, ces gars? On les trouve facilement, parce que ça c'est un autre problème aussi. Donc, est-ce que c'est simple à trouver? Alors, c'est pas forcément simple à trouver parce qu'ils sont très demandés, ces gars et ces filles d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de femmes en fait qui se lancent dans la data science. Mais en fait, on associe souvent d'ailleurs le data scientist à un mouton à 5 pattes, parce qu'on lui demande d'être à la fois statisticien, informaticien et de bien connaître les métiers, ce qui est très difficile. Et en fait, pour moi, le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'un data scientist seul aura du mal à pouvoir tout faire. Donc le mieux, c'est de constituer une équipe qui aura ces différentes profils et qui vont permettre justement d'avoir une vraie équipe de data scientists. Avant même de constituer cette équipe, on peut déjà se poser aussi la question de savoir quels sont les besoins. Est-ce qu'on a des besoins ponctuels ou des besoins récurrents au niveau de l'entreprise? Si on a des besoins ponctuels, on n'a peut-être pas besoin tout de suite d'avoir une équipe de data scientists. On peut se satisfaire soit d'un prestataire qui va intervenir sur le sujet, soit éventuellement de profiter, de capitaliser sur des compétences internes qui auraient besoin d'une formation complémentaire. Il y a des data scientists potentiels en fait dans l'entreprise. On parle du grand frère du data miner par exemple. Voilà, c'est typiquement ce type de profil qui peut évoluer vers la data science moyennant un petit peu de formation. C'est un gap qui peut se faire rapidement. Par contre, si on est sur des processus plus pérennes, alors oui, là il vaut mieux tout de suite envisager une équipe qui peut être un mix entre des profils internes et des profils externes. Donc data scientist, mais on parle aussi de big data, donc de données. Donc les données, on en parle tout le temps, il y en a partout, il y en a même trop. Mais
comment est-ce qu'on les trouve? Ouais, elles sont pas toujours évidentes à trouver en fonction des besoins, justement. On peut les trouver en interne, c'est la source principale. Mais au-delà du volume, en fait, parce qu'on parle beaucoup de volume quand on parle d'intelligence artificielle, moi, il y a deux aspects qui sont importants à mes yeux. C'est la qualité de la donnée et puis la donnée utile. La qualité de la donnée, parce que si on n'a pas de données de qualité en entrée de jeu, on aura beau faire des beaux modèles, on arrivera à des résultats médiocres. Donc, c'est très important d'avoir, c'est presque un prérequis, je dirais, d'avoir une phase sur la qualité de la donnée. Puis la donnée utile, parce que en fait, on a remarqué avec les évolutions à travers le temps qu'on est passé d'un schéma où on avait en ratio 10, 20, 30%, on va dire, de données utiles sur les données qu'on traitait, et maintenant c'est plutôt 1 pour 1000, 1 pour 10 000. C'est-à-dire c'est très difficile de pouvoir identifier la donnée utile, et l'intelligence artificielle peut permettre de faciliter justement l'identification de cette donnée utile. Pourquoi pas aussi remplacer de la donnée manquante ou de la donnée de mauvaise qualité. Donc se servir aussi de l'intelligence artificielle pour travailler davantage la donnée. D'abord donc la donnée d'entreprise et aussi la donnée externe. On a dit tout à l'heure que Oracle, Olivia et Lionel l'ont dit, Oracle est fournisseur de data, donc ne pas hésiter aussi à solliciter Oracle là-dessus. Justement, quand on n'est pas expert, comment savoir qu'on est en train de faire les choses bien? Comment est-ce qu'on évalue, on mesure, et pour éviter justement de ne pas se retrouver dans des situations pas possibles? Alors, c'est vrai que c'est important en effet de pouvoir bien mesurer les jalons par rapport à ce type de processus et d'avoir les KPI qui vont bien, qui permettent notamment de mesurer l'avant et l'après. Pour éviter justement des dérives qui feront que voilà, on sera déçu par les résultats. Donc de pouvoir être vraiment de corriger très rapidement et d'ajuster. De faire mais vraiment graduellement chaque étape. Voilà, et c'est très important parce qu'on peut être en attente très forte par rapport à donc l'intelligence artificielle et être très déçu. C'est ce qui s'est passé dans les années 70 et 80 où il y a eu de gros investissements qui étaient plus faits par l'État d'ailleurs que par les entreprises, par certains États sur ces sujets-là. Puis finalement, l'attente était tellement forte, les résultats ont été très décevants parce que la technologie n'était pas encore au rendez-vous. Voilà, il y avait une problématique, c'est ce que tu rappelais aussi Lionel tout à l'heure. Donc là, l'idée c'est justement de bien mesurer ces éléments-là parce que on sait que la valeur ajoutée peut être très très importante, elle est presque sans limite et elle concerne tous les aspects justement de l'entreprise. L'acquisition de nouveaux clients, la rétention des clients, comme Olivia l'a présenté tout à l'heure, les produits, donc revoir mon catalogue de produits, et puis revoir aussi justement la durée de vie du produit, anticiper l'obsolescence des produits. Donc faire mieux en fait tous les éléments de l'entreprise dans les différents secteurs. Donc pouvoir profiter pleinement justement de cette valeur ajoutée de l'intelligence artificielle. C'est magnifique, mais tout ça, ça a un coût forcément. L'investissement, est-ce que c'est un investissement lourd? Est-ce qu'il y a une marge, une fourchette? Quel est l'ordre de grandeur? Alors, en fait, il y a plusieurs réponses par rapport à... on peut démarrer petit, et même gratuitement. Grâce à l'open source, on peut, si on a des compétences dans l'intelligence artificielle, prendre des logiciels open source et puis démarrer. C'est très agile et c'est justement ce que les startups, pas mal de startups ont fait en se lançant comme experts de l'intelligence artificielle avec très peu de moyens. Donc ça c'est un premier niveau. Le souci c'est que on peut avoir aussi être plus ambitieux en termes de justement d'objectifs, sortir de ce schéma-là. Et là, l'avantage, c'est qu'avec le cloud, on peut grimper en scalabilité et donc avoir des technologies et du matériel qui va s'adapter justement par rapport à ces besoins-là. Donc qui vont pouvoir respecter le rythme de croissance tel qu'on veut le connaître. Et puis le troisième point, c'est quand l'intelligence artificielle est associée à d'autres projets. L'IoT, donc Internet des objets, la blockchain, le big data, la sécurité. Et là, à ce moment-là, la ligne budgétaire de l'intelligence artificielle, justement, n'est qu'une ligne. C'est plus un budget en tant que tel, c'est juste une ligne dans un projet beaucoup plus vaste. Donc c'est beaucoup plus facile de supporter cette ligne budgétaire quand il y a forcément autre chose à traiter en même temps dans le projet. Et nous avons d'ailleurs un témoignage de la ville de Marseille sur ce sujet que je vous propose de regarder. À Marseille, nous avons imaginé l'intelligente de demain comme étant avant tout celle de la sécurité. Une ville sûre, c'est celle qui permet l'attractivité du territoire, qui permet un développement économique et qui permet avant tout de vivre dans la tranquillité publique. À Marseille, nous avons pu le faire puisque nous avions beaucoup investi dans la sécurité, notamment sur le numérique de notre Smart Police.
sur les caméras de vidéoprotection. Et je ne peux que me féliciter aujourd'hui du lancement futur d'un big data de la tranquillité publique. C'est ça, une smart city. Ce qui est important dans ce partenariat avec Oracle, de travailler avec un acteur majeur du monde des nouvelles technologies qui a cette connaissance depuis maintenant de nombreuses années. Petit commentaire très rapide sur ce que nous venons de voir. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Marseille, c'est qu'au départ, c'est un projet Big Data. C'est pas un projet d'intelligence artificielle. Puis finalement, ils ont eu aussi ces besoins-là, et notamment le pouvoir prédictif de l'intelligence artificielle par rapport à la sécurité, pour pouvoir mieux maîtriser des situations connues et pouvoir donc prédire ces aspects-là. Et puis aussi se projeter par rapport à des situations qui ne sont pas encore connues et être plus réactifs vis-à-vis de ce genre de situation. Et ils vont pouvoir utiliser justement l'intelligence artificielle aussi dans ce cadre-là. Eric, tu as parlé de l'open source, puisque ça fonctionne très bien et les gens sont très contents, pourquoi est-ce qu'on va venir travailler avec un éditeur comme Oracle? Oui, on peut en effet légitimement se poser la question. Et par rapport à ça, moi, souvent, je mets en avant plusieurs aspects. Notamment le fait qu'avec Oracle, on va pouvoir passer plus facilement, plus rapidement sur un processus d'industrialisation. Au niveau justement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va développer les modèles et les déployer beaucoup plus rapidement, notamment pour pouvoir traiter les cas d'usage du métier. Donc, premier aspect. L'autre aspect, c'est l'intégration avec les systèmes d'information existants. Il y a toujours déjà des choses qui existent. Donc, ces nouveaux apports, justement, c'est pouvoir les faire cohabiter. Donc ça, c'est le deuxième aspect. L'autre aspect, c'est la sécurité. Il y a toute une problématique, notamment on parle du RGPD, de savoir justement de la confidentialité de l'information, comment on peut être garant par rapport à ça. Et justement, Oracle se positionne aussi sur ces aspects liés à la sécurité. Donc c'est, je dirais, les trois niveaux importants sur lesquels on peut se positionner. Il y en a d'autres, la combinaison de projets croisés entre les métiers et l'IT. Voilà, mais c'est des niveaux sur lesquels, voilà, Oracle est tout à fait légitime pour se positionner. Donc si je résume, tu voulais ajouter quelque chose, Anna, rapidement? Si je peux compléter, Eric, Oracle est vraiment un acteur important dans l'open source. D'ailleurs, on investit énormément dans tout le domaine de l'open source. Tous nos data centers sont construits avec des technologies open source. On fait partie du Cloud Native Computing Foundation et on a redonné Java à la communauté déjà il y a quelques années. Donc on publie énormément, tout ce qui est publication de bugs, et on est là pour justement aider toutes les entreprises à appréhender toutes les solutions open source de manière industrielle, comme le disait Eric, avec la possibilité d'intégrer, faire les intégrations avec les SI existants et aussi permettre d'avoir toute la sécurité nécessaire, notamment quand on voit la RGPD et toutes ces normes. Donc si je comprends bien, Eric, on ne parle pas de l'IA juste pour certains projets, certains sujets. L'IA aujourd'hui, c'est partout. Oui, c'est l'intelligence artificielle à tous les niveaux, et notamment pour répondre aux différents besoins, aux différents profils d'utilisateurs, donc aux différents départements de l'entreprise, pour pouvoir justement être plus réactif sur le marché, etc. Donc c'est vraiment pouvoir répondre à toutes ces attentes, et ce sur 4 piliers. Donc il y a la data. Aujourd'hui, c'est autour de l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'être dans cette optique-là. Tout à fait. Vous aviez, quand on parlait avant l'émission, justement que vous vous occupiez de la gestion des bases de données clients. Ça, c'est quelque chose qui est votre cœur de métier. Oui, c'est notre cœur de métier. Et ce qui est intéressant, c'est que notre offre évolue aussi par rapport à ça. Et on intègre de l'intelligence artificielle et du machine learning dans justement cette problématique de gestion de la database. Donc on parle de l'offre Autonomous chez Oracle, justement pour pouvoir soulager les équipes informatiques au niveau d'actions qui seront relativement chronophages ou fastidieuses, et donc de pouvoir se concentrer sur des actions justement qui sont plus valorisées, et puis surtout réduire des coûts de temps passé qui sont relativement importants, même sur des structures relativement modestes. On se rend compte qu'il y a un impact très fort sur l'organisation de l'entreprise, et justement là ça permet de fonctionner autrement aussi grâce à l'intelligence artificielle. Disponible dans le cloud, bien évidemment. Et tout ça avant tout disponible dans le cloud, même si on l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle ne date pas d'hier. Donc il y a des clients qui font de l'intelligence artificielle avec Oracle sur de l'on-premise, ce que disait Anna tout à l'heure. Et l'idée, justement, c'est de les accompagner, malgré tout, justement, au plus près de leurs données, dans leur data center, et pourquoi pas les faire évoluer vers le cloud s'ils le souhaitent, on l'espère.
Merci Eric. Olivia nous a rejoint. Nous arrivons presque à la fin de ce programme. Anna, qu'est-ce qu'il faut retenir justement aujourd'hui, très rapidement? Alors, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'Oracle est avant tout un acteur dans le cloud et qui est fournisseur de données as a service, de software as a service dans le monde des applications. On va retrouver de l'intelligence artificielle. Fournisseur de plateformes as a service, où on va retrouver de l'intelligence artificielle dans plusieurs offres, notamment Autonomous, comme Eric vient de le dire, dans les assistants digitaux, aussi dans l'infrastructure, avec tout ce qui est le management de l'infrastructure. Donc, une offre large et que les clients peuvent tester, puisque directement sur notre site internet, ils peuvent accéder à des free trials à 1500 heures à hauteur des clients. Et s'ils veulent en savoir plus, bien sûr, ils peuvent contacter l'ensemble de l'équipe Oracle. On est à leur disposition. Merci à tous. Nous allons prendre quelques questions. Il ne reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Je rappelle à ceux qui nous regardent qu'on ne pourra pas traiter toutes les questions. On va en prendre une ou deux et bien évidemment, les autres questions seront traitées après l'émission. Donc, j'en ai une là qui concerne la logistique. Donc, je vais te poser cette question. Donc, comment l'IA peut m'aider à optimiser ma logistique? Tu as déjà donné quelques pistes. Oui. Donc là, on a une question qui vient d'arriver. J'ai donné une piste sur le manufacturing. Alors, sur la logistique, tout simplement, c'est prédire la qualité de l'arrivée. En fait, si jamais je détecte que mes portes de camion étaient ouvertes, je peux prédire effectivement que si la température montait de 2 degrés, mais ma cargaison sera de mauvaise qualité. Et donc, l'IA peut aider à ça aussi. Donc là, c'est une combinaison, ce que disait Eric, d'IoT et d'IA, qui permet de dire si c'est ouvert pendant plus de 2 minutes, ça monte plus de 2 degrés, alors ta marchandise est perdue. Est-ce que les applications adaptatives intelligentes ne fonctionnent que pour les applications Oracle Customer Experience Cloud? Anna? Je pense que Olivia. Oui, je peux répondre aussi, mais je pense qu'Olivia est la même. Les applications adaptatives intelligentes, elles sont effectivement au départ faites vraiment pour fonctionner avec la plateforme cloud d'expérience client Oracle, donc le marketing, la vente, le service et l'e-commerce. Mais il y a des fonctionnalités très particulières, comme par exemple la recommandation produit, qui peut fonctionner avec des solutions de e-commerce tierces. Ok, donc on va en prendre encore une. Je vois qu'il nous reste 2 minutes avant la fin. Donc pouvez-vous nous dire un peu plus sur le rachat de datascience.com par Oracle? Existe-t-il de la documentation supplémentaire sur ce sujet? Eric, tu as de la visibilité là-dessus. Oui, en fait, oui, en effet, Oracle a racheté datascience.com en début d'année. Et donc nous sommes en train de réintégrer complètement cette plateforme dans l'offre, dans le dispositif d'Oracle. Et ce sera disponible dans l'année 2019. Et donc oui, il existe déjà de la documentation, des vidéos, des supports. Il y a une page dédiée justement sur toute cette actualité. Donc les personnes qui sont intéressées peuvent vraiment découvrir cette nouvelle offre qui va arriver. Et s'ils sont intéressés, il y a aussi un programme d'early adopter. Pour nos offres, nous avons des programmes early adopter pour nos clients. Donc s'ils souhaitent découvrir en avance et tester en avance nos solutions. Donc on n'hésitera pas de leur envoyer les informations nécessaires après l'émission de ce matin. Bon, en tout cas, merci à tous les 4. C'était un plaisir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à tous. C'était super intéressant. C'est la fin de notre émission. Donc, merci à nos invités. Je rappelle que nous étions en direct de ce plateau à TV à Paris. Je vous remercie à tous d'avoir participé à travers vos questions. En tout cas, comme je l'ai déjà dit, les questions qui n'ont pas pu être traitées seront traitées après. Je ne sais pas qui va le faire, mais il y a quelqu'un qui va s'amuser à répondre à toutes les questions. Je vous rappelle que si vous souhaitez voir l'intégralité de ce programme, il sera bientôt disponible sur le lien qui s'affiche. Si je ne me trompe pas, c'est déjà affiché. Et vous pouvez également participer, continuer la discussion avec nous. On a un hashtag webinar, Oracle. Donc vous pouvez nous envoyer vos remarques, vos feedbacks, tout ce qui vous a plu ou qui vous n'a pas plu. Donc n'hésitez pas à vous partager un peu tout ça avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Merci.